Shalom Obracha, désolé du retard. J'aimerais commencer par une petite devinette. On va voir si vous trouvez la réponse. La semaine dernière, on a parlé de la fin des slichot. Et je vous disais que pour les Sfaradim, ça a déjà commencé depuis pas mal de temps, les slichot. Pour les Ashkenazim, ça commence d'une façon générale, Motzei Shabbat. Ou dimanche, si on fait dimanche matin. On avait expliqué que c'est quoi Motzei Shabbat. Pourquoi on fait Motzei Shabbat? Il faut qu'il y ait un certain nombre de jours. Et le Rama, il disait que si par exemple le Rosh Hashanah ça tombe un lundi ou un mardi, ça ne suffit pas de faire que Motzei Shabbat et dimanche soir. Ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On commence le Motzei Shabbat d'avant. Donc on a toute une semaine, plus Motzei Shabbat d'après, dimanche soir, et si ça tombe un mardi. C'est clair? On avait demandé pourquoi. Vous vous souvenez pourquoi? Pourquoi on fait quoi? Pourquoi il faut forcément qu'il y ait un certain nombre de jours? Parce que c'est pas assez après pour... C'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez? Pourquoi il faut que ce soit plus? Pour se rendre compte que... Se rendre compte très bien, Tamar, mais plus précisément, on avait donné une assimilation à quelque chose. Le korban. Le korban, que quoi? Il faut préparer un certain temps, tu vois. Que le korban, il faut un certain nombre de jours vérifier qu'il est en bon état. Combien de temps on vérifie le korban? 4 jours. 4 jours, on vérifie que le korban, il est apte, qu'il n'a pas de défaut, qu'il fonctionne bien, qu'il mange bien, que tout va bien. Et ensuite, on peut l'amener en tant que korban. Très bien. Donc si par exemple, Rosh Hashanah, ça tombe un jeudi, oui, c'est très bien. Tu fais les slichot dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et voilà, mercredi soir, c'est Rosh Hashanah. Achot Ketana, etc. Donc c'est très bien. Maintenant, écoutez bien la devinette. La question très très compliquée. Le Rama, il dit, si jamais Rosh Hashanah, ça tombe un lundi ou un mardi, quand est-ce qu'on fait? La semaine d'avant. Sous-entendu, si ça tombe un mercredi, quand est-ce qu'on fait? Cette même semaine-là. Oui ou non? Si ça tombe un lundi ou un mardi, il n'y a pas 7 jours, il n'y a pas les 4 jours là qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet à la semaine d'avant. Donc lundi, c'est un problème, on n'a pas les 4 jours. Mardi, c'est un problème, on n'a pas les 4 jours. Mais sous-entendu, mercredi, c'est bon. C'est-à-dire que si Rosh Hashanah tombe un mercredi, c'est Besséder. Alors moi, comme un idiot, je fais le calcul. Et je dis, ben viens, on voit si on arrive à 4. Dimanche, un jour. Lundi, un jour. Mardi, un jour. Rosh Hashanah, ça tombe un mercredi. J'en suis qu'à 3 jours. J'en suis pas à 4. Hein. Je suis à partir de samedi soir. Oui, samedi soir, c'est comme dimanche. Ah oui. Samedi soir, ça s'appelle dimanche. Alors, dimanche. Samedi soir. Lundi. D'accord, samedi soir. Dimanche soir. Lundi soir. Lundi soir. Et là, mardi soir, c'est Rosh Hashanah. Ah, ok. Ah, ok, est-ce que c'est une bonne question? Il y a une erreur de calcul ici. Alors, Bechavod, qu'est-ce qu'il peut me dire? Chef que vous dites. Moi, je dirais avec. Hein? Alors, qu'est-ce que vous dites? Sarah? Sarah, qu'est-ce que vous dites? C'est pas Sarah? Comment tu l'appelles? Moi? Oui. Déborah. Oui, Déborah, excusez-moi. Vous êtes venue ici maintenant? Ouais. Bienvenue. Déborah, j'ai le temps d'oublier votre prénom. Déborah, qu'est-ce que vous dites? Qui a dit que c'était 3 jours? Enfin, ça c'est lui, il avait dit que c'était... C'est pas moi, c'est Chef Israël. Ah, mais lundi, mardi. J'avais supposé que mercredi ça allait être 4 jours. Pas compris. Il a dit lundi, mardi, on avait dit... Moi, j'ai rien dit. Le Rama, il dit, si Rosh Hashanah, ça tombe normalement, on fait à partir du Motzei Shabbat. Si ça tombe lundi ou mardi, on ne peut pas. Donc on fait la semaine d'avant. Le Chafetz Israël, il dit, pourquoi c'est pas suffisant? Ça tombe un lundi ou un mardi, parce qu'il faut qu'il y ait 4 jours où on vérifie le korban avant de pouvoir amener le korban. Or là, le juif, le jour de Rosh Hashanah, il s'amène en tant que korban. Donc, moi je pose une question a priori idiote. C'est vous qui allez essayer de m'expliquer pourquoi elle est idiote ma question. Et qui dit, je peux comprendre si Rosh Hashanah ça tombe un jeudi, qu'on ait les 4 jours. Si ça tombe un vendredi, je peux comprendre que ça tombe 4 jours. Mais si ça tombe un Shabbat, à fortiori, tu as 4 jours. Donc c'est Shabbat à Shabbat, tu as du temps. Mais ma question c'est, il y a une erreur de calcul, pourquoi le Rama il dit, ça tombe un lundi ou un mardi, c'est un problème, sous-entendu qu'à partir de mercredi inclus, c'est bon. Alors, qui est-ce qui peut m'aider? Valéria, vous m'aider? Comment vous appelez? Rebecca. Nouvelle ici? Ah bah, qu'est-ce que vous dites? Mercredi, ça fait quoi? Hein? Mercredi matin, Non, si Rosh Hashanah ça tombe un mercredi, ça veut dire un mardi soir. Ah oui. C'est pas continu en fait. D'accord? Hein? Il y a Shabbat juste avant. Donc, Comment vous appelez vous? Tzipora Gafon. Tzipora. Il y a Shabbat juste avant. Donc après, ça va interrompre.
Tu as compris quand il y a un Shabbat? Juste avant les 4, enfin, si on compte 3 jours, quoi, depuis, enfin, si on arrive à Nard. Vous n'avez pas compté Shabbat, vous faites les Slichot à partir du mois de Shabbat. Le mois de Shabbat, c'est le premier jour. Donc on peut pas, ouais. Vous montez Shabbat, dimanche soir, lundi soir, je suis arrivé à 3 jours. Alors, si c'est lundi, C'est pas la réponse. J'ai pas compris la question. C'est vrai? J'ai compris, on faisait des 4 jours, mais du coup, oui, on fait la semaine avant. Attends, vous pouvez l'expliquer, Odélia, la question? Il faut 4 jours d'après. Non, si tu commences, il dit ça dans la mercredi, et l'autre tu commences comme la semaine d'avant. Ouais, comment ça? Oui, mais ça marche pas parce que c'est 4 jours. Le Rosh Hashanah aussi. Ah, mais ça compte. Hein? Rosh Hashanah, il est inclus. Bah, putain, il faut 4 jours vérifier le corban, et le 5e jour, tu amènes le corban. On n'amène pas, on s'amène pas le soir. Donc là, c'est une exception. Dès que c'est montagne, dès que c'est mercredi, bah, on monte Shabbat. Dès que quoi? C'est une exception, dès que c'est mercredi, on monte Shabbat. J'entends pas ce que vous dites. C'est une exception, dès qu'on n'a pas le choix, on va faire un jeudi, pas passer jeudi soir. Alors on commence au Shabbat. Pourquoi tu commences pas le Mais Shabbat? l'essentiel, Non, on va commencer une semaine et demie avant parce que C'est bien ce que vous faites quand ça tombe un mardi. Quand Ah ça oui, tombe- mais alors mardi, il nous reste que 2 jours, c'est normal. Mais là, il ne reste que 3 jours, c'est normal. Mais non, mais ça, On c'est dit pas 4. la même chose. 4, c'est pas 3. Moi, en ce cas, on aurait commencé quoi? Jeudi soir? Non, Si on n'avait pas fait ça, on aurait fait combien? On aurait commencé le Shabbat d'avant? Moi, j'aurais dit, si t'as pas 4 jours, tu commences, c'est le Shabbat d'avant, pourquoi pas? Vous êtes très logique ce que je dis. Je crois que Bathsheba va nous aider, Bathsheba, si vous dites. Non, je sais pas, il doit manquer un truc. Je crois que vous allez me donner des réponses philosophiques, Bathsheba. Regardez. Je vous donne un indice juste pour que vous sachiez dans quel kivoun il faut que vous alliez. Je vous rassure, hier soir je donnais un cours, je leur ai fait la devinette, elles ont autant ramé que vous. Est-ce que c'est par rapport à Shabbat que le mercredi, on est déjà dans le Shabbat d'après? Bravo, je veux bien, toutes les pistes sont ouvertes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un rave, je crois qu'on raconte cette histoire du Gaon de Vilna. Il dit à ses élèves, écoutez, j'aimerais vous poser une question. Et il leur dit, regardez, il y a une contradiction entre tel Gemara et tel Gemara. Là, il y a écrit noir sur blanc que oui, et là, il y a écrit noir sur, enfin jaune, mais Gemara à l'époque c'est plutôt jaune, noir sur jaune que non. Comment vous résolvez la contradiction? Les Bachouri et Shiva qui sont très habitués au pile-poule, vous savez c'est quoi le pile-poule? Ils commencent à réfléchir, peut-être que là il y a une différence, là on parle pas exactement de la même chose, et puis en fonction de... Bref, le Rav leur dit, vous avez une journée pour trouver la réponse. Toute la journée, le Beth Midrash en effervescence, il faut trouver une réponse, une question du Gaon de Vilna. Kitsour, les élèves ils commencent à réfléchir. Au bout d'un moment, il y en a un qui était très intelligent qui vient voir le Rav, il lui fait une chaboura d'une demi-heure pour finalement réussir à boucler la boucle, à prouver qu'en fait on peut résoudre qu'il n'y a pas de problème. Le Rav il écoute, il dit c'est pas mal, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Alors l'élève, les autres élèves ils continuent à réfléchir et tout. Il y en a un qui trouve un grand pile-poule pour pouvoir dire qu'il y a une différence entre eux. Le Rav il dit peut mieux faire. Bref, au bout de la fin de la journée, les élèves ils disent au Rav, on donne notre langue au chat. Le Rav il leur dit, je vais vous dire c'est quoi la réponse. La réponse c'est que dans la Gemara elle avait écrit non. En fait il y a une taout sofer. Taout sofer, il y a une erreur de scribe, il faut enlever le mot non. Et ça devient oui. Et ça arrive souvent dans les Gemarotes qu'il y ait des taout sofer. Bon attention, c'est pas dès que vous avez un problème avec la Gemara que vous devez dire non. Si par exemple il y a écrit dans un livre, il ne faut pas aller à la plage mixte, ne dites pas, il faut enlever le mot pas et dire ouais. Vous comprenez, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais le Gaon de Vilna, lui, il savait que là, dans tel endroit, il y avait une erreur. Et donc il dit vos pile-poules, ils sont très jolis. Mais la vraie réponse, c'est pas ça. La vraie réponse, c'est qu'il y a une erreur dans cette Gemara. Le scribe, il s'est trompé quand. Parce que vous savez que c'est pas que les Chavim ils se sont trompés. C'est que les scribes, à l'époque, quand ils écrivaient des Gemarotes, ils écrivaient sur un parchemin. Et le scribe, dans cette édition, s'est trompé. Voilà, ça c'est la réponse du Gaon de Vilna à la question. Je reprends ma question. Comment on s'arrange avec ce qui est écrit dans le Rama? Et ne me dites pas qu'il y a une taout sofer, parce qu'il n'y a pas de taout sofer. Il faut trouver un truc un peu du genre, sans taout sofer. Oui. Vous pouvez juste réexpliquer le truc des 4 jours du Corban? On va pas avec Non, ça. la base, non, le lien avec les, Ouais. avec les sirahs. Il y a écrit que si Rosh Hashanah, ça tombe un lundi ou un mardi, les Ashkenazim ne commencent pas à faire les slichot à partir du Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait 4 jours d'introspection. Comme elle a dit Tamar. Il faut se... 4 jours d'introspection. En principe, même plus que ça. Tout le mois de Elul, il faut faire l'introspection. Au moins 4 jours d'introspection. Donc il faut 4 jours, pas 4 jours. Pourquoi? Attendez, pourquoi? Le Rafet Sraïm, il dit pourquoi? Ouais. Parce que dans tous les korbanot de la Torah, quand on parle du korban, il y a écrit Veikriv Oto. On a amené cet animal en tant que korban.
À propos de Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit du Korban de Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit Vekriv Oto, il y a écrit Veasu Oto. Et ils l'ont fait. Et de là, Khamim ils disent, ça veut dire que c'est pas que tu amènes un Korban, c'est que toi tu t'amènes en tant que Korban. Toutes tes volontés, toutes tes envies, tous tes désirs, tout ça t'amène en tant que Korban. À Hachem, c'est en quelque sorte, tu te rabaisses, tu offres ça à Kadosh Baruch. Bah, peut-être qu'en 3 jours, on peut faire l'observation qu'on fait sur un corban. Ouais, mais il dit pas ça. Le Rabbi Sraïm, il dit qu'on fait comme les korbanot. Les korbanot, c'est 4 jours. Donc oui, nous mais aussi. il a écrit la sous-auto et pas des machins là. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'il faut s'inspecter. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes on est korban. Donc de la même façon que les korbanot, c'est 4 jours. Là aussi, c'est 4 jours. Ça, après l'introspection, quand on se fait Shabbat, ça prend 4 jours. Mais vous voyez que l'introspection, elle passe par les slichot. Mais le Rama, il a pas dit pourquoi c'est. Le Rama, il a dit en fait. Le Rama, il n'a pas dit pourquoi. Mais le Rabbi Sraïm, il savait étudier le Rama mieux que moi. Non, oui, mais en gros, genre, le Rama, il a fait, il a décidé ce plan. Le Rabbi Sraïm, il a expliqué. Oui, mais le Rabbi Sraïm, il a très mal expliqué. Puisqu'il dit 4 jours et pas 3 jours. Si le Rabbi Sraïm, il avait dit 3 jours, j'aurais compris quand ça tombe un mercredi. Bon, vous voulez donner votre langue au chat ou pas? Hein? Les Vanna, vous avez une réponse? J'étais étonné que ce n'est pas vous qui mettez la caméra aujourd'hui. Ça y est, vous avez donné votre place. Ah, qu'est-ce que vous dites? Comment vous appelez? Ouais. Rivka, qu'est-ce que vous dites? Bon, moi j'ai juste une question par rapport à ça que vous avez dit. Ouais. Comment si jamais il y avait une faute dans la Gemara et ben on arrive à boucler une boucle avec Je peux vous faire un pin-pool en une demi-heure pour répondre à votre question. Mais non, avec le pin-pool on peut tout faire. Avec le pin-pool on peut tout faire. Ouais, mais pas tous les pin-poolings sont vrais. Pas tous les pin-poolings sont vrais. Maintenant, il y a des pin-poolings qui peuvent être vrais, ça veut dire c'est. Si je veux aller de là à là, d'ici à la porte, je peux aller tout droit, enfin, les tables me dérangent, mais je pourrais potentiellement aller tout droit. Ou je peux faire tout un détour comme ça, faire du slalom entre chaque fille, etc. Et puis finalement arriver là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il y a un chemin simple. Bon, ça ne veut pas dire que c'est faux, si pour aller là-bas je fais du slalom, c'est vrai que c'est faux. Donc on peut toujours envisager des idées pour répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, alors, vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, Odélia, vous me permettez de dire la réponse ou pas? Non, vous voulez pas réfléchir jusqu'à la semaine prochaine? Vous voulez pas réfléchir jusqu'à la semaine prochaine? La réponse, c'est que Rosh Hashanah, ça ne tombera jamais un mercredi. Quand vous étiez sûr, dites-le alors. Donc, ça c'était la réponse de la halakha. Maintenant, si vous le voulez bien, on continue un petit peu Bezrat Hashem. Tout ça c'était les halakhot du mois de Elul. Maintenant j'aimerais vous parler un petit peu des halakhot de la veille de Rosh Hashanah et des halakhot de Rosh Hashanah. On n'a pas beaucoup de temps. J'imagine que les autres rabbinim vous parlent aussi un petit peu des fêtes, les autres rabbinim de halakha. Oui? Ouais. Vous n'avez pas d'autres cours de halakha par un bien? Bon, alors regardez, si on n'a pas beaucoup de temps, on va aller à l'essentiel alors. Bon, regardez. Là, le soir du Seder, on va commencer directement à parler du soir du Seder. Le soir du Seder, on a un Seder qui a été institué par Chachamim. Toute l'histoire du Seder, ça se trouve déjà dans la Gemara. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention des rabbinim il y a 200 ans. Venez, on prend une pomme, du miel, des dattes, des figues, machin. Non, enfin des dattes. C'est pas n'importe quoi. La Gemara dans la Sechet Kritout d'Alvav, elle dit, sachez une chose, c'est que Simana Milta Hi, c'est de l'araméen. Ça veut dire que le Siman, les fameux Simanim là, les symboles, les symboliques, Milta Hi, ça veut dire quoi Milta Hi? Elles ont du pouvoir. Ça veut dire quoi que la symbolique elle a du pouvoir? Et la Gemara dit que puisque la symbolique ça a du pouvoir, voilà pourquoi le soir de Rosh Hashanah, on mange ceci et cela et ceci et cela, etc. C'est-à-dire quoi que ça a du pouvoir? C'est-à-dire que nous, avec notre esprit un peu français, on pourrait se dire, bon ça va, c'est pas parce que tu manges la grenade que tu vas avoir une meilleure année que si tu ne mangeais pas de grenade. Les Français, ils aiment bien les intellos. C'est pas le fait de manger la grenade qui va te donner une bonne année, fais une bonne déchouette, tu auras une bonne année qui rapporte la grenade. Vous êtes d'accord avec moi? Alors la Gemara, elle dit pas comme ça. La Gemara, elle dit, Simana Miltari. Si, de manger de la grenade le soir du Seder, ça pourra contribuer, entre autres, à avoir une bonne année. Bien sûr, l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est le chauffard et la tchouva et la malchut shamaïm et tout. Mais Simana Miltari. Vous avez compris? Donc le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? On amène des simanim à table. Maintenant, ces simanim-là, il y a écrit dans la Gemara, donc il faut les manger. Et il y a écrit aussi qu'il faut réciter une bracha.
Quand on prend tel aliment, on dit Yiratson, qu'on ait une bonne année, et puis la bracha, c'est quelque chose d'important. Le Shla Kadosh, il dit que c'est important de dire les demandes avec tout son cœur, avec humilité, en comprenant bien l'enjeu, qu'on n'est pas shoot la veille de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, et que l'enjeu est très important. Maintenant, une petite révision très rapide du Seder de Rosh Hashanah. J'ai devant moi plein de fruits, d'accord? J'ai des dattes, j'ai des grenades, j'ai, je sais pas comment je fais Israël, grenades, dattes et quoi d'autre? Bon, j'ai des figues, moi, le soir du Seder? Oui. Qui mange des figues? Alors, pour les filles, qui ont eu l'année dernière un bon rap de halakha concernant les trois brachot, si j'ai devant moi des dattes et des figues, sur quoi je dois faire la bracha de Boré Peri Haetz? Le patchou de d'affilée. Non, mais c'est un truc avec le basson, avec Non, c'est avec les Oh, mais faites le calcul et dites-moi. Les dattes ou les grenades? Les dattes. Regardez, j'ai des dattes, des grenades et des pommes. Les pommes, c'est mort. Les pommes, c'est mort. Pourquoi? C'est pas fait Israël. Hein? Ouais, c'est pas savant? Pourquoi c'est pas savant? Vous n'avez pas eu un bon rap de halakha? C'est un trafic pas sûr. C'est le patchou de quoi? Est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Ah non, il y avait. C'est le patchou de C'est le passage. Peut-être sur les tableaux, mais... Alors le passage, Eretz, on avait entouré le Eretz. Vous vous rappelez? Eretz, Chita, Seora, Gefen, Tehena, Rimon. Après j'ai un nouveau Eretz, Zaïd Shemen ou Dvash. C'est quoi Dvash? Le Silan, d'accord? Le miel. Voilà. Dvash, Tamar, il est placé numéro 2 par rapport au deuxième Eretz. Alors que Rimon, il est numéro 5 après le premier Eretz. Chita, Seora, Gefen, Tehena, Rimon. Qui est le plus grand, le 2 ou le 5? Le 2. Donc qu'est-ce qui passe en premier? Les dattes. Donc le soir du Seder, si j'ai des dattes et de la grenade, je ferai Boré Peri Haetz sur la date. Si j'avais eu, qu'est-ce que, comme fruit, si j'avais eu, désolé du mauvais français, j'aurais dû faire la bracha dessus, avant la date? Si j'avais eu quoi à table? Des olives. Très bien. Si j'avais eu des olives c'est numéro 1 par rapport au deuxième Eretz. Donc ça passe avant, même le raisin ou quoi, d'accord? Vous avez compris? Et après, ça c'était une petite révision rapide concernant ce point-là. Maintenant, donc on fait Boré Peri Haetz sur la date. Maintenant, le problème que je vais avoir avec ma date, c'est que on va devoir faire non seulement une bracha de Boré Peri Haetz, mais aussi un petit Yiratson. Yiratson, Sheitamu Yivenu, on a une bracha à faire dessus. Enfin, une demande à faire. On avait parlé l'année dernière, je pense, il y a 2 ans et 3 ans, on avait parlé de l'ordre dans lequel on doit faire ce petit Yiratson. Quand j'enseigne cette halakha, j'ai l'habitude de dire que ça va, c'est pas le truc le plus important au monde, maximum, c'est un petit point de halakha, un petit détail. Et pourtant, les poskim ils se sont cassés la tête sur plusieurs pages pour savoir comment on fait, à quel moment on fait la bracha, à quel moment on fait le Yiratson. D'abord, ça nous montre qu'à Rosh Hashanah, chaque détail est important. Ensuite, ça nous montre que toujours, chaque détail est important. Et que si déjà les poskim, pour le petit détail dont on va parler maintenant, ils sont cassés la tête, a fortiori quand on parle de choses beaucoup plus graves comme le bichou, le borer et d'autres choses encore très importantes, combien il faut faire attention aux moindres détails. Alors je vous propose plusieurs solutions, comme à notre habitude, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette solution ou pas. Première solution que je vous propose, d'accord? Concentrez-vous bien. Je prends la date dans la main. D'accord? À quelle date? Rosh Hashanah. Et je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Boré Peri Haetz. Yehi Ratzon. Yehi Ratzon Ifanecha Hashem Elokai Velo Avotai ta. Et je mange. Qui est d'accord avec ça? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Eftek. Eftek entre quoi et quoi? Entre la bracha de Boré Peri Haetz et le moment où tu mets le fruit dans ta bouche. Tout le monde est d'accord? Bien fait. Maintenant, je vous propose une deuxième solution.
Donc la première, on n'aime pas tellement. Attention, s'il y a des familles où ils font comme ça, c'est pas grave. Les poskim, ils se sont fatigués pour essayer d'expliquer pourquoi malgré tout c'est valable. Mais bon, c'est pas le top. Deuxième solution, c'est quoi? Je prends la date dans ma main. Je fais Yehi Ratson milefanecha Hashem Elokai velo avotai, les trucs que j'ai une bonne année. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, et je mange. Il n'a pas de lien, il y a avec la date. Parce qu'il y a la J'ai pas fait quoi? Il y a Faut pas de manger lien après entre faire le la Yeraton et la date. Parce qu'il y a la bracha en La la douceur. Très bien. Odélia, il dit quelque chose que les poskim ils n'ont presque pas dit, ça, mais c'est joli ce que vous dites. Il dit, mais là, il y a une interruption entre le Yeraton et la consommation. Donc toi, tu voulais pas qu'il y ait une interruption entre Baruch ata Hashem Repent et la consommation. Mais là, tu as eu une interruption entre le Yeraton et la consommation. Oui, mais personne dit qu'après il faut pas avoir d'interruption sur le Yeraton. Personne dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. D'accord. Donc vous Non, ça opposez. veut dire genre à la fin parole, il n'y a pas de problème quoi. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a comme autre problème, alors plus sérieux que le problème d'Odélia? Yael, qu'est-ce qu'il y a comme problème plus grand, plus important? Yeraton. Hein? Le truc qui achète le guerre. J'ai pas entendu. Regardez, parlez pas tout en même temps parce que j'entends pas. Qui est-ce qui a une autre idée? Pourquoi je reprends le cas? Je prends ma date dans la main, je dis Yerason Yefanecha Hashem Elokai, etc. Baruch ata Hashem borei peri haetz, et je mange. Où est-ce qu'il y a ici un problème important? Ah, on demande quelque chose avant de louer Kadosh Baruch Hu. Bien fait. Très très bien. Il y a écrit dans Chazal, que c'est pas bien de demander d'abord une demande personnelle et après de rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la preuve, Odélia? Très bien. Que quoi? D'abord on loue. D'abord on loue, shvach, et après on demande. C'est quoi l'autre preuve? Quand Yaakov Avinu il a béni son fils, d'abord il a béni Akadosh Baruch Hu, après il a béni son fils. C'est quoi la troisième preuve? Quand Malki Tzedek, dans l'histoire avec Abraham Avinu, il a béni Abraham, il écrit là-bas qu'il a dit comme ça: Baruch Avraham le Elion, béni soit Abraham, ou Baruch el Elion, et béni soit le Dieu. Hachem il va lui reprocher, il dit d'abord tu bénis Abraham, après tu bénis Dieu. Ça aurait dû être l'inverse. Donc c'est pas logique de d'abord demander pour soi-même et après de faire une bracha. Donc on n'aime pas cette solution-là. Je vous propose une troisième solution. Vous me dites ce que vous en pensez. Je prends le fruit dans la main, je fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, je l'avale. Comme ça au moins j'ai pas d'interruption entre la bracha et la consommation. Et une fois que j'ai bien fini de me lécher les babines, je dis Yehi Ratson Yefanecha Hashem Elokai velo avotai. C'est quoi le problème là dans ça, Rachel? Est-ce qu'il y a un problème? Après on remange. Non, avant on va manger. Moi mon cas, on ne mange pas. C'est quoi le problème, Rachel? Hein? Je sais pas. On fait Yeraton sur C'est quelque quoi, chose. Anna, c'est quoi le problème ici? Eva, c'est quoi le problème ici? Est-ce qu'il y a un problème dans cette solution ou pas? Peut-être que c'est passé à toi. Quelle mitzvah, expliquez-moi? De dire Yeraton, une fois qu'on a mangé, Il n'y a plus Il n'y a rien. plus rien. il y a plein. C'est vrai, il n'y a plus rien. Ça veut dire que, moi je vous pose une question. Il y a plus sur quoi parler et dire que c'est un silence. Ça veut dire, ouais, ça veut dire quoi? Pourquoi on demande d'amener à table? Pourquoi on demande d'amener à table des fruits? T'as qu'à ne pas amener le fruit. Fermez tes yeux, pensez très fort aux fruits. Et dire, Iratson, il fallait pas besoin d'avoir le fruit devant toi. Parce qu'on a besoin d'un siman. En quelque sorte, il faut que la bracha elle se rapporte à quelque chose. Dans les shivot, on appelle ça une chalot. Pas des chalotes de Shabbat. Une chalot, ça veut dire qu'il faut que ce soit chal. Il faut que ta bracha, elle se rapporte à quelque chose, pas qu'elle soit dans le vent. Si tu as déjà mangé ton fruit, qu'après tu dis Iratson, bah, ta demande elle est dans le vent. On ne veut pas qu'elle soit dans le vent. D'accord? Donc c'est quoi alors la solution peut-être la meilleure? Voilà, la solution la meilleure, c'est de prendre un fruit. De faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, de manger une petite partie de ce fruit, la moitié par exemple. Tu gardes le fruit dans la main, après avoir fini de manger, tu dis Yehi Ratson Yefanecha Hashem Elokai velo avotai. Donc sur quoi tu dis Yehi Ratson? Sur un fruit qui est encore dans ta main. Et après tu manges. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu manges l'autre moitié. Qu'est-ce que tu as gagné à faire ça? Mais maintenant voici tout est résolu. Est-ce qu'il y a eu une interruption entre le borei peri haetz et la consommation d'une partie du fruit? Non. Le problème de Delia, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a eu une interruption entre le Yehi Ratson et la consommation du fruit? Non, parce qu'après Yehi Ratson, tu remanges du fruit. Donc même votre problème, il est résolu. Est-ce qu'il y a eu le problème que d'abord tu t'es béni à toi, après tu as béni Dieu? Non, parce que tu as fait d'abord la bracha, après. Donc tout est résolu. Ça, je vous l'ai fait rapide. Dans les Sifrei Poskim, ça prend un peu plus de temps. Il y a plein d'opinions dans tous les sens. On essaye de résoudre chaque opinion, machin.
En tout cas, le conseil le meilleur, ça veut pas dire que si vos parents ils font autrement, vous devez leur dire quoi que ce soit, parce que chaque coutume a un sens, mais si quelqu'un, disons, n'a pas de coutume contraire à ça, c'est ça le mieux. Alors j'aimerais vous poser une autre devinette. D'accord? Aujourd'hui, je suis dans le mode devinette. J'aimerais vous poser une devinette aussi dure que la première. Vous avez encore de la force ou pas? Top. Il y a écrit dans la Gemara donc qu'il faut amener plusieurs espèces de fruits. Entre autres, il y a écrit dans la Gemara qu'il faut amener la date. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit qu'il faut amener des pommes dans le miel. Dans la Gemara, ce n'est pas écrit. Et le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quand il rapporte ces halachot-là, il n'écrit pas qu'il faut amener des pommes dans le miel. Il n'écrit pas. C'est qui le premier à l'écrire? C'est le Maharil, et l'un des Rishonim. Et le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rav d'Ashkenazim, il ramène cette coutume. Donc quand vous étudiez, Shulchan Aruch, il ne parle pas un mot de la pomme et du miel. Le Rama, il dit ici, nous on a la coutume d'amener de la pomme dans le miel. C'est là. Maintenant écoutez bien le sujet. Le Chafetz Chaim, toujours le même Chafetz Chaim, il dit, alors ils sont, quand tu manges la pomme avec le miel, est-ce que tu fais boré péret sur la pomme et tu acquittes le miel qui est dessus, ou est-ce que tu fais shakol sur le miel et tu acquittes la pomme? À votre avis, qu'est-ce qu'il répond comme réponse? En vertu de quel principe? Icar, ça s'appelle très bien. Le Icar, c'est l'essentiel. La pomme, elle est plus volumineuse que le miel. Le miel, il accompagne la pomme. Hein? Le Icar, c'est la douceur. Parce que là, le miel, D'accord. Donc vous comprenez la problématique. Vous comprenez qu'on pourrait dire deux choses. Mais la conclusion, c'est quoi? On fait sur la pomme. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir dans ma devinette? Ah, mais si elle a la date. Hein? Si elle a la date, Il a fait Déborah, elle dit si elle a la date. Regardez, écoutez bien. Je vais dire ce qu'elle dit, Déborah, en expliquant un tout petit peu plus. La Gemara, elle dit qu'il faut amener des dates. Le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut amener des dates. Il n'a pas inventé, c'est écrit dans la Gemara. Vient le Rama, il dit nous on mange des pommes dans du miel. Est-ce que ça veut dire on ne mange pas de dates? Ben non, on mange des dates. Et en plus de ça, on mange une pomme dans le miel. Ce que beaucoup de gens font, je suis sûr que la plupart d'entre vous, bien vous êtes Sfarad, vous prenez aussi des pommes dans le miel, non? C'est une coutume qui a été prise par beaucoup de gens, bien qu'un Sfarad n'est pas obligé de le faire. Donc écoutez bien l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à la table du Chafetz Chaim, du Rama, vous êtes d'accord qu'il y avait des dates? Puisque les dates, c'est écrit dans la Gemara et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc personne n'est cholek. Si le Rama, il avait dit, non, notre coutume, c'est de ne pas manger de dates, ni d'ailleurs de tête de poisson, ni d'ailleurs de ceci, ni d'ailleurs de cela. Alors j'aurais compris, chez les Ashkenazim, mais que de la pomme dans le miel, d'où la question, tu fais avec sur ça ou tu fais avec sur ça? Mais le Rama, il dit pas ça. Le Rama, il dit bien sûr qu'on est d'accord que c'est écrit dans la Gemara, c'est même pas une question ça. Simplement, on a une coutume de rajouter de la pomme dans le miel. Donc qu'est-ce que le Chafetz Chaim, maintenant, il commence à rentrer dans un problème, dans un faux problème, de savoir si on fait boré péret sur la pomme ou sur le miel, alors que c'est évident que les fruits d'Eretz Israël, comme a dit Rav Sipa tout à l'heure, c'est mort la pomme. Mort. Les fruits d'Eretz Israël, c'est sûr et certain que ça passe avant la pomme. Donc, hors sujet, toute la problématique du Chafetz Chaim, elle est hors sujet. Or, c'est sûr qu'elle n'est pas hors sujet, parce que le Chafetz Chaim dit explicitement, on fait boré péret sur la pomme. Pourquoi il a oublié les halachot des fruits d'Eretz Israël? C'est un siman dans le Shulchan Aruch, hein, que les pommes, la date, ça passe avant les fruits d'Israël. c'est possible qu'il n'y ait pas de date. Hein? C'est possible qu'il n'y ait pas de date ou pas? Elle n'en a pas. Hein? Attendez, juste la réponse qu'il a donnée, c'est parce que le Icar, c'était. Non, mais la question c'était entre les pommes et le miel. Ouais. Mais la réponse qu'il a donnée à la première question de manger la pomme et le miel, c'était parce que c'était le Icar. Ouais. Il a dit ça. Ouais. Donc ça veut dire que les dates à ce moment-là n'existaient pas le Icar. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas parlé des dates, elles sont hors sujet. Il parle du miel et de la pomme. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est le miel parce que métifou, tout ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est. Parce que la pomme, on la mange pas pour la coutume, donc du coup ça rentre pas dans la kavana. Il y a de vache. La date, on la mange parce que pour le symbole, donc la kavana c'est pour ce qui est symbole, et la pomme on la mange pour la coutume, donc ça rentre pas dans la kavana du symbole. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au contraire, le symbole c'est plus fort que la coutume. Le symbole c'est la Gemara qui le dit. Non, c'est différent. On la mange pour la coutume, ça n'a rien à voir. On n'est pas obligé de l'avoir. Alors au contraire. On veut faire la bracha sur l'essentiel que sur ce qui est pas très important. Peut-être parce que vache, c'est du vrai vache. C'est bravo. Comment vous appelez? Vous savez le cas alors. Ouais. Parce que sur la pomme, il y a du vrai vache. C'est pour non? Ouais. Hein? Dans la phrase, il y a écrit
c'est pas là, il y avait écrit Tamar, il y a écrit Vache. Donc ce qui passe d'abord, c'est le vrai miel de la pomme. Ouais, ça c'est du pile-poule, ça déjà c'est du pile-poule. Quand on dit Zeit, Shemen ou Dvash, au passage, c'est pas du tout le Dvash du miel, de la veille. Hein. Quand on dit dans le passouk Dvash, on fait allusion au Dvash de la date. On fait pas de contresens. Quand on parle du Dvash là-bas, on parle de. Il a pas la vraie date. Donc en fait, Dans lui, le il cas, il y a pas explique de date. totalement la date de l'histoire. A priori, c'est la question. Alors je vais vous dire, à nouveau, quand j'ai étudié ce sujet-là, je me suis cogné la tête contre les murs. Parce que pas chose, je comprends pas. Impossible, c'est incompréhensible. J'ai ouvert plein de livres à rien. J'étais très embêté. J'ai été voir mon fils, ou lui il est venu me voir, j'en peux plus, en tout cas ça ne change pas grand-chose. À un moment donné, j'étais en contact avec mon fils, donc ça remonte à il y a 2-3 ans, il devait avoir 15 ans à l'époque. Et je lui dis, regarde, j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Et je lui ai posé la question que je vous ai posée. Alors lui, il me dit directement ce qu'elle a dit Déborah, mais en expliquant un petit peu plus. Il me dit, mais papa, est-ce que tu crois vraiment que dans les pays froids, à Radin, là où habitait la Chafetz Chaim, à l'époque où il n'y avait ni importation ni exportation, en pleine période froide de Rosh Hashanah, tu penses vraiment qu'ils avaient des dattes ou des grenades? Ils n'avaient pas. Alors des pommes, ils en avaient, mais les grenades, ils n'avaient pas. Ouais. Donc c'est ça, c'est pas, il est d'accord qu'il faudrait avoir des dates si on en avait. Regardez même les trogim, combien ils se tuaient pour aller trouver des trogim et des moulabim et des machins. Il y avait des années où ils ne trouvaient pas. C'était pas une histoire facile hein, d'avoir des dates et des... Vous comprenez? Donc voilà ce qu'a dit Déborah. À nouveau, c'est la même idée. Mon fils n'a pas donné une réponse de halakha, il m'a donné une réponse de réalité. Parfois, c'est les réponses les plus simples et les plus vraies. C'est clair? Il a fait. Maintenant, venez, on continue encore un petit peu. Donc, on a compris le seder, comment ça se passe. Maintenant, regardez. Il y a une halakha qui consiste à dire pendant Rosh Hashanah qu'on doit écouter le shofar. Le shofar, à quel moment on doit l'écouter? Le jour ou la nuit? Le jour. Qui dit que le shofar, on doit l'écouter que le jour et pas la nuit, dit que, finissez ma phrase, c'est qui ont? Les femmes. Les femmes, elles sont dispensées d'écouter le shofar. Pourquoi elles sont dispensées? Parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps, mitzvah assez shazman grama. Ça, je sais que je le répéterai autant de fois que je voudrais. Souvent, les gens, ils oublient ça. Ils oublient et ils pensent que les femmes, elles sont obligées d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. Alors, rappelez-vous que vous soyez séfarade ou ashkénaze ou témania ou chabad ou ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. Hein? En tant que neder peut-être. Maintenant regardez, le shofar, c'est une mitzvah qui est importante. Ça nous rappelle la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ça nous donne envie de faire teshuva. Donc c'est sûr que c'est une mitzvah à ne pas négliger. Et je vous demande à vous toutes de ne pas vous servir de ce que je vous dis maintenant pour ne pas aller écouter le shofar. Allez toutes à Rosh Hashanah pour écouter le shofar. Maintenant, est-ce qu'une femme qui est donc dispensée du shofar, et là ça changerait, une femme mariée, jeune fille, ça changerait du tout. Toute femme, jeune fille, machin, est dispensée. Est-ce que si vous allez écouter le shofar, vous recevrez un salaire? Oui. En un mot, hein, salaire en un mot. Pourquoi en un mot? Pourquoi vous allez recevoir un salaire? D'où vous prouvez que vous allez recevoir un salaire? Abigail, d'où vous savez qu'on reçoit un salaire? Oui, mais d'où vous savez? Est-ce que vous avez une preuve? Peut-être que non. Vous êtes dispensé, ne faites pas. Vous faites, tant pis pour vous, vous avez perdu votre temps. De quel enseignement de Chachamim on peut déduire que vous recevez un salaire? Aouva. C'est Aouva vous, Déborah? Ah, Déborah. D'où on sait? Hein? Vous savez pas? De quelle phrase on sait? Quelle Isa? Gadol ha-mitzvah ve'oseh Mishnah ve'oseh, celui qui a l'ordre et qui accomplit, en l'occurrence l'homme, il a un plus grand salaire que celui qui n'a pas d'ordre et qui fait. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Il y a quand même un salaire. L'un il est plus grand que l'autre, mais les deux ils sont grands. L'un il est plus grand que l'autre, c'est-à-dire que l'autre il est aussi grand. Enfin, que l'autre aussi il est grand. Donc on reçoit un salaire. Donc c'est sûr que c'est très important d'accomplir toutes ces mitzvot-là dont vous êtes dispensés, mesdemoiselles. Vous avez un salaire si vous l'accomplissez. Très bien. Maintenant, je trouve que c'est des chazarot de choses qu'on a déjà étudiées des milliers de fois, mais ça fait jamais de mal de réviser un petit peu ces choses-là. Imaginez qu'un homme a déjà sonné le shofar. Il vient maintenant de sonner le shofar pour une femme. Oui? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Déborah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Un homme, il a déjà sonné le shofar, il vient vous sonner que pour vous. Il fait la bracha ou pas?
Ou vous-même, vous devez faire la bracha ou pas? Ah oui, oui, il fait une minute. Si je viens vous sonner le chauffard, vous faites la bracha? Mais si on fait la musique. Donc on fait pas la bracha? Qui dit on fait? Ah, Hein? qui Voilà, très bien, voilà, c'est ça que je veux. Moi je veux une réponse complète. Je veux une réponse complète. Une réponse complète, c'est que pour les Sfarad on fait, pour les Ashkénazes on ne fait pas. C'est clair? Question. Pour les Sfarad on ne fait pas, pour les Ashkénazes on fait. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple très concret, à Rosh Hashanah, chaque année je suis Baal Tokia dans une synagogue, je sonne le chauffard. Donc évidemment je fais la bracha, je sonne pour moi-même, pour les hommes, je fais la bracha. Après, 20 minutes après la sonnerie, la tfila, il y a une sonnerie exprès pour les femmes. Là-bas, il y a des femmes sfaradiotes en majeure partie qui viennent. Donc moi, je suis déjà acquitté, je peux faire la bracha pour moi. Disons qu'il n'y a aucun autre homme qui vienne, ce qui est le cas la plupart des fois, les hommes ils sont déjà acquittés. Je viens faire une tkia que pour les femmes. Est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Non, moi je suis sfarad, elles sont sfarad, non. Alors en général, ce qui se passe, c'est qu'on demande quand même s'il n'y a pas une volontaire ashkénaze qui veut bien avouer qu'elle est ashkénaze. On lui promet qu'on la tuera pas, et elle fait la bracha elle-même, et elle acquitte tout le monde. Au cas où, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner à écouter la bracha. Non, on ne prend pas le risque de la faire. Pourquoi les Sfaradim ils disent qu'on n'a pas le droit de faire une bracha sur une misa qui dépend du temps? Parce qu'on dit Vetsivanu. Vetsivanu, c'est un mensonge. Toi, madame, t'es pas obligé. Qu'est-ce qui répond les Ashkenazim à ça? Pourquoi les Ashkenazim disent qu'on peut faire? Des shadows. Hein? Tous, très bien. Quand on dit Vetsivanu, j'ai pas l'intention de dire que moi, en tant que femme, j'ai l'ordre. Vetsivanu, c'est nous le peuple juif. Nous, le peuple juif. Non, c'est cas-là, tous les deux, je donne grand-mère, marche pas. Il n'y a rien, ils disent Ashkenazim. Ashkenazim, ils disent que toute mitzvah qui dépend du temps, si elles veulent, elles peuvent faire la bracha. Mais non, mais c'est impossible. Il y a des mitzvahs qui sont chacun grave avec les femmes, elles font pas. Toute mitzvah qui dépend du temps, une femme ashkénaze, elle peut, si elle veut, faire la bracha. Après, il y a des raisons, autres qui font que, par exemple, la Sfirat HaOmer, pourquoi il y a certaines femmes ashkénazes qui ne font pas? Parce qu'elles disent, imagine, tu oublies un soir, et puis les femmes souvent elles oublient, et donc du coup, machin. Après, il y a des raisons qui sont un peu. Hein? Sur la souka, les femmes elles font. Les femmes ashkénazes, elles font la bracha sur la souka. Bien sûr, les femmes ashkénazes, elles font la bracha sur le loulav si elles veulent faire le loulav. Les femmes ashkénazes. Après, il y a des mitzvot où, par exemple, on ne veut pas que les femmes elles fassent cette fille. Maintenant, regardez, qui est-ce qui a pas encore participé? Tout le monde a participé aujourd'hui? C'est qui d'autre au fond, je vois pas. Ah, Léa, c'est ça? Léa. Léa, je vous pose une petite question. Il y a une femme qui m'a téléphoné il y a quelques années. Elle m'a posé la question suivante. Elle est sfarade, elle aurait pu être ashkénaze, je pense que ça ne change rien. Si ça change, vous me dites. Elle m'a téléphoné, elle me dit, regardez, moi, je m'occupe très souvent d'une femme très âgée. Cette femme, elle a vraiment besoin d'être assistée. Même pour aller aux toilettes, elle ne peut pas aller si on n'est pas là pour l'aider. Elle dit maintenant, le jour de Rosh Hashanah, elle habite assez loin dans Beth Knesset. Donc moi, je suis responsable de m'occuper d'elle. Soit je vais écouter le chauffard et je la laisse pendant 20 minutes en espérant qu'elle n'aura besoin ni de toilette, ni d'urgence, c'est rien du tout. Même pas 20 minutes pour aller au Beth Knesset, le temps qu'il y ait les sonneries, le temps de rentrer. Pendant 1 heure, je la laisse toute seule. Soit, je ne vais pas au Beth Knesset, tant pis, je n'écouterai pas les kiosques. Elle n'a pas trouvé un gentil monsieur qui est d'accord de venir lui sonner du chauffard. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui vaut mieux? Léa, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'elle aille au Beth Knesset écouter les tkiotes ou qu'elle s'occupe de cette brave grand-mère juive? Hein? D'accord. Qui est d'accord avec Léa? Qui n'est pas d'accord avec Léa? Pas tout le temps, hein, c'est bien. Alors, moi, je sais pas, moi je suis d'accord avec Léa en tout cas. Pourquoi? Non, mais il y a pas de mais. Moi je suis d'accord avec Léa. Pourquoi je suis d'accord avec Léa? Parce que la femme, elle est dispensée de la mitzvah du chauffard. Elle est dispensée. Maintenant, c'est bien qu'elle écoute, c'est bien, mais elle n'est pas obligée. Chaque minute où elle se trouve avec cette dame-là, qu'elle fait du chesed avec elle, elle fait une mitzvah de oraïta de chesed. Vous êtes d'accord qu'une mitzvah de oraïta, c'est plus. Metsouvé chez Osé. Alors que le chauffard n'est pas obligé. Qu'est-ce qui vaut plus le coup? Il vaut mieux faire une mitzvah de oraïta. En plus, le jour de Rosh Hashanah, on veut avoir des mérites. Vous comprenez? Le grand problème qu'on a, il doit bien le ramener après 9h et bien. Si jamais j'ai pas retard. Il n'y a pas aujourd'hui? Oui, il y a 3. Bon, comme je suis arrivé en retard, vous me permettez 3 minutes encore?
Vous m'avez 3 minutes, celle qui doit partir d'urgence, vous pouvez partir. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on a un Yetzer Hara. Et que notre Yetzer Hara, et les femmes, je sais, elles sont souvent concernées par ce problème, je parle des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, etc. On a un grand Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara, il nous fait croire que soit on va au Beth le plus grand Beth Knesset du monde, avec les meilleurs kiot du monde, avec les plus grands cris là, pendant le Vaya Avor et Kippour, etc. Et donc, on a une chance de pouvoir passer un bon Rosh Hashanah et Kippour. Soit on est à la maison avec nos enfants en train de changer les couches et de donner à manger le jour du Kippour aux enfants. Et là, on n'a aucun même Kippour. Les femmes, je crois que 90% des femmes, elles souffrent un petit peu de ce sentiment-là. Vous, les hommes, vous allez au Beth Knesset, bon d'accord, vous pouvez prier, vous pouvez faire teshuva, mais nous, là, à la maison, en train d'être avec les enfants, etc. Il faut savoir que ça, c'est humain de penser comme ça, mais c'est rare. Une fois, il y a dans une yeshiva, il y avait un élève qui était gravement malade, donc il pouvait pas aller au Beth Midrash, au Beth Knesset pour écouter. Donc lui, il restait dans la yeshiva, il était allongé dans son lit. Maintenant, il ne pouvait pas aller au Beth Knesset. Le Rosh Yeshiva, il dit bon, le jour de Kippour, le pauvre, il n'est pas resté tout seul. Maintenant, organiser un minyan dans sa chambre, c'était impossible, parce que je crois qu'il ne pouvait pas être avec trop de gens en même temps. Donc, il fallait trouver une permanence, que chacun se trouve, qu'il y ait quelqu'un qui se trouve avec lui en permanence. Le Rosh Yeshiva, il a vu les élèves, il dit allez, toi, tu es avec lui pour la tefila de Harvit de Yom Kippour, pour le Kol Nidre. Toi, tu es avec lui le matin pour Shacharit de telle heure à telle heure. Toi, pour Moussaf. Toi, tu es avec lui pendant l'heure de Mincha. Toi, tu es avec lui pendant le machin. Toi, tu es avec lui pour la Neila. Alors, celui qui est arrivé, par exemple, à la Neila, il a dit au Rosh Hashanah, c'est pas juste. La tefila la plus importante peut-être de Kippour. Une fois dans l'année, il y a Neila. C'est quoi la seule tefila qu'on prononce une fois par an? Neila. Moussaf et tous les Shabbats, tous les Rosh Chodesh, Shachari tous les jours, Mincha, oui. Neila, une fois par an. Et puis c'est le moment où il y a le plus de pleurs dans les Bateknessi, on va tourner tout notre cœur et tout notre machin. Et c'est le moment le plus beau de Kippour. Bidiouk, vous me donnez ce moment-là pour me trouver prier Béyachit comme une pauvre chaussette avec un malade. Le Rosh Yeshiva lui a répondu, il dit mais t'as rien compris. C'est ça le mieux, le top, c'est toi qui a été le plus favorisé. Le top du top aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être seul, Béyachid, avec le malade, et d'être là pour le réconforter, pour parler avec lui, pour prier avec lui, pour lui donner l'impression que lui aussi il peut prier comme il faut, etc. Simplement, nous, on ne regarde pas les choses avec des yeux de Talmidei Chachamim. On regarde les choses avec des yeux de Yetzer Hara. Yetzer Hara, il dit, ouais, je crois que... Vous comprenez? Et ça, il faut bien savoir. Il faut bien savoir dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Vous allez voir quelqu'un qui a été une fois à Ouman à Rosh Hashanah, il est sûr et certain que ça y est, il n'y a pas de possibilité de faire Rosh Hashanah ailleurs qu'à Ouman. Alors, moi aussi, je suis sûr que si j'avais été là-bas une fois à Rosh Hashanah, que chaque année j'y retournerai parce que c'est très grand, il y a du monde, il y a machin, c'est très fort. Maintenant, il faut savoir que c'est pas forcément vrai. C'est quoi les rachetez votes de Elul? Ani le Ouman, Veishti, la Shviger, c'est la même. D'accord? Ça veut dire quoi? Il faut savoir une chose, c'est pas que je suis contre Hadé Shalom, hein, il paraît qu'il y a une très grande route là-bas. Mais je veux dire, si ta femme, elle se trouve toute seule pendant tout Rosh Hashanah, et que cette fête qui est censée être en famille, elle est toute seule, à nouveau, il y a des femmes qui sont tellement convaincues de ça qu'elles sont joyeuses que leur mari il aille là-bas. Alors dans un petit papier, tiens, pris pour moi, vous comprenez? Mais si pour une femme c'est très dur pour elle, tout son Rosh Hashanah c'est un calvaire, c'est pas forcément toujours la meilleure chose, à Rosh Hashanah, d'aller à Ouman. À chaque fois, il faut regarder les choses, pas simplement avec ce que notre Yetzer Hara nous dit. Souvent, c'est des Tzaratov qui y va à Ouman, il y a une grande route, il y a un machin, et Rabbi Nachman il a promis, etc. Je pense à des chambres de juger, je vous promets que non. Mais la seule chose, c'est, juge, c'est quoi le Retzon Hashem? Et je suis sûr que dans notre vie, si le réflexe qu'on prend, à chaque fois qu'on a un choix à faire, c'est quel est le Retzon Hashem de notre part, eh ben, on aura fait des Hashem un grand pas dans notre vie. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt.